Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gaïa. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la France durant la Seconde Guerre mondiale. Le thème sera découpé en 4 petites capsules. Voici la partie 1, la défaite. Commençons d'abord par analyser les causes de la défaite. Après la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne le 3 septembre 1939, celle-ci s'engage dans un conflit pour lequel elle est mal préparée, ou plutôt elle est mal équipée. Nous essaierons de comprendre pourquoi la France est vaincue à peine 10 mois après le début du conflit. Essayons d'abord de présenter le contexte général au moment où la France rentre dans le conflit. Au moment de l'entrée en guerre, notre pays dispose de certains atouts. Tout d'abord, la France est encore à la tête d'un vaste empire colonial qui lui permet de disposer de 110 millions d'hommes et de compter sur les ressources de ses territoires. Son armée jouit d'une excellente réputation. Depuis la Première Guerre mondiale, elle est considérée comme l'une des meilleures armées du monde. Cette armée est nombreuse et composée de 4,7 millions de soldats et peut en théorie compter sur les armées alliées, c'est-à-dire le Royaume-Uni, le Pays-Bas, la Belgique, la Pologne, soit 1,3 million de soldats supplémentaires, ce qui donne au total 6 millions de soldats pour le camp des Alliés. Donc au final, les forces alliées sont numériquement supérieures, car l'armée allemande, elle, n'est composée que de 2,6 millions d'hommes, auxquels s'ajoutent 3 millions d'Italiens, soit un total de 5,6 millions de combattants. La force semble donc être dans le camp allié. Ensuite, elle a préparé la guerre, en créant dès 1929 une ligne de défense appelée la ligne Maginot, du nom du ministre de la guerre Maginot de l'époque. Il s'agit d'une série de fortifications, d'obstacles anti-chars, de barrages, de réseaux de casemates, d'abris, de galeries, de routes et de voies ferrées sur 700 km des Ardennes à l'Alsace, puis de la Savoie à la Côte d'Azur, en réalité plutôt 465 km de fronts fortifiés. Cette ligne de défense constitue le pilier de la défense française. Il s'agit de la muraille de France. Cette ligne de défense s'appuie donc sur une stratégie défensive de guerre longue. La France possède enfin une excellente marine. Mais malgré ça, la France déplore également de nombreux points faibles. En effet, elle ne possède pas de corps de manœuvre blindés, alors qu'elle possède autant de chars que l'Allemagne. Mais elle ne maîtrise pas comment s'en servir en adoptant une stratégie qui combine les chars à l'aviation pour soulager le travail de l'infanterie, c'est-à-dire des soldats au sol. Pourtant, le général de Gaulle alerte depuis longtemps sur la nécessité d'intensifier ses blindés. D'autre part, elle déplore un manque d'avions. Elle ne réarme massivement l'armée de l'air que depuis 1938, soit 3 ans après la Grande-Bretagne. Ensuite, elle manque d'armes modernes, notamment d'armes automatiques. Elle ne dispose pas vraiment d'armes anti-chars, de peu de camions, d'aucun sidecar. L'infanterie n'est équipée qu'à 50% de ses besoins. De plus, sur le plan économique, en plus des crises financières chroniques, elle n'a pas su mobiliser son industrie pour intensifier la fabrication d'armements. Il manque de la main-d'œuvre dans l'industrie et la semaine de 40 heures, adoptée par le Front populaire, a limité la production industrielle, notamment dans l'industrie aéronautique. Enfin, la France a un gros déficit démographique. En effet, le Reich allemand compte 79 millions d'habitants, soit 2 fois plus que la France métropolitaine, peuplée de 41,5 millions d'habitants. La France connaît une baisse de sa fécondité depuis la Révolution, ce qui entraîne un vieillissement de la population, et l'hécatombe de la Première Guerre mondiale frappe une jeunesse qui a déjà été réduite. Bref, pour un Français entre 20 et 30 ans, il y a 2 Allemands. Donc pour mobiliser autant d'hommes que l'Allemagne, elle doit mobiliser des hommes plus âgés, ce qu'on appellera des trentenaires, et on les place aux endroits que l'on pense les moins exposés, c'est-à-dire dans le nord de la France, derrière les Ardennes et la Meuse, alors qu'on envoie les plus jeunes derrière la ligne Maginot. Quant au domaine politique, la France est empreinte de pacifisme, et l'opinion publique comme les politiques refusent de revivre la Grande Guerre. Enfin, sur le plan diplomatique, elle a noué de piètres alliances, la Pologne et la Grande-Bretagne, mais son alliance avec cette dernière est marquée par beaucoup de défiance. Quant à ses voisins belges et néerlandais, ils ont choisi la neutralité, et il lui manque une alliance avec l'URSS.
Quant aux États-Unis, ils ne souhaitent pour le moment pas entrer en guerre. En résumé, la France s'est préparée, oui, mais elle est mal équipée et mal associée. Les Alliés veulent gagner du temps, Hitler au contraire ne veut pas en perdre. Les premiers espèrent une guerre longue, le second une guerre éclair. Ce qui amène la France à ce qu'on a appelé une drôle de guerre, c'est-à-dire que pendant 7 mois, on attend, replié derrière la ligne Maginot, et on ne se bat pas. Il n'y a quasiment aucun combat alors qu'on est en guerre. Celle-ci est justifiée par la nécessité de tenir jusqu'au printemps 1940 pour donner le temps à la production militaire de s'accélérer et de renforcer les fortifications. Mais de son côté, l'Allemagne, elle, n'attend pas, et elle va frapper fort. L'invasion de la Pologne, alliée de la France, aboutit à une capitulation le 27 septembre, soit moins d'un mois après le début de la guerre. Les Allemands passent ensuite à l'attaque en avril-mai 1940 en envahissant successivement le Danemark et la Norvège, puis ils envahissent les Pays-Bas et ensuite la Belgique. Les nazis attaquent finalement la France en passant par les Ardennes, alors que les Français les attendent à la frontière belge et allemande. Les troupes françaises se retrouvent donc piégées, les soldats anglais évacuent leurs troupes en embarquant à Dunkerque pour l'Angleterre. C'est ce qu'on appelle la débâcle française. Les Allemands ont réalisé la percée et pris les Alliés à revers. Face à l'avancée rapide des troupes de la Wehrmacht et à la terreur qu'elle suscite, les populations belges, mais aussi néerlandaises et luxembourgeoises, tout comme les populations françaises du nord de la France, fuient vers le sud. C'est l'exode pour les populations civiles. C'est ainsi que 8 à 10 millions de civils, mélangés aux colonnes de soldats en retraite, s'exilent de façon massive, parfois sans but, soit près d'un quart de la population française de l'époque. Même le gouvernement fuit. Il s'exile d'abord à Tours, puis dès le 14 juin, il se retrouve à Bordeaux, alors que la veille, Paris est déclarée ville ouverte, c'est-à-dire qu'elle est envahie. Attaquée par l'armée allemande, l'armée française est écrasée en seulement 10 semaines. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain, chef du gouvernement, demande la capitulation et l'armistice. Celui-ci est signé à Rotonde le 22 juin, dans le même wagon que celui qui a servi à signer la capitulation allemande en 1918. Le bilan de ces 10 semaines de combat est très lourd. Les Français déplorent 120 000 tués, 250 000 blessés et 1,6 million de prisonniers. Cette capitulation impose à la France de très dures conditions. La Troisième République disparaît pour laisser place au régime de Vichy.